Bonjour à tous. En fait, présentation sur les mauvais acteurs. Je ne sais pas si beaucoup de monde connaissent c'est quoi les mauvais acteurs. On va explorer c'est quoi. J'avais été impliqué, là, comme Jordan disait, dans des gros projets de fiabilité où est-ce qu'on avait déployé des outils, des fois, je dirais, là, spectaculaires et assez complexes, mais je ne trouvais pas que l'entreprise était toujours rendue là dans son évolution. Et souvent, la base n'était pas encore mise en place. C'est ce dont là, je veux vous parler. Bref, on avait mis en place des processus de RCM, de FMEA, etc. Et quand tu te promenais dans l'usine, il y avait plein de machines qui coulent et il y avait bien des problèmes simples là, à résoudre. Je vous invite là, à aller sur mon site web, me suivre sur LinkedIn, d'aller voir les vidéos que j'ai mises sur YouTube. Vous allez trouver sur mon site web, là, vous allez être capable de télécharger mon guide. Là, quand Jordan il parlait de hauteur, il va parler dans le fond du guide que j'ai écrit là, sur la maintenance. Essentiellement, c'est une collection là, de mes articles là, que vous allez trouver à l'intérieur de ça. Et quelques petites capsules là, sur YouTube qui vont compléter ça et compléter des choses que je vais dire aussi aujourd'hui. Donc, on va parler là, description de c'est quoi ces mauvais acteurs-là, pourquoi suivre les mauvais acteurs, comment faire pour faire le suivi et l'interprétation de ces mauvais acteurs-là. On va regarder quelques exemples, comment calculer ça et, bref, une petite conclusion là-dessus, mais levez la main, là, quand je parle de mauvais acteurs, là, qui sait de quoi je parle? Là, OK. Je ne parle pas de vos mauvais employés, je parle vraiment d'équipements qui vous donnent du trouble. On va vraiment parler là, de fiabilité simple, là, puis des trucs simples qu'on peut mettre en place pour améliorer là, la fiabilité de vos équipements en entreprise. Description, les mauvais acteurs, c'est quoi? Typiquement, des équipements qui vont vous occasionner des pertes de production, et ou de consommer beaucoup de vos ressources de maintenance, pièces, main-d'œuvre, services. Faire la différence, un mauvais acteur n'est pas nécessairement un équipement critique. Des fois, c'est pas toujours clair pour tout le monde la différence entre les deux, et on va essayer de démystifier ça. Je vous arrive ici avec un exemple au niveau du suivi. Typiquement, en entreprise, on va parler de top 5, top 10. C'est peut-être un jargon que vous connaissez. Moi, j'aime le chiffre magique 7. Des fois, 5, c'est pas assez. 10, c'est trop dans ce qu'on va suivre. Et qu'est-ce qu'on va suivre? C'est sûr que dans l'idéal, j'aimerais ça avoir la somme de mes pertes de production et de mes coûts de maintenance sur chacune de ces barres-là qu'on voit. Mais généralement, ce qu'on va voir en entreprise, ce qui est plus facile, c'est de compiler nos coûts de maintenance en soi. On va avoir soit en coût de maintenance, soit en nombre de BT, soit en nombre d'heures. Il va y avoir des situations, des fois, mon idéal est toujours en dollars, mais il va y avoir des situations, des fois, que vous n'avez peut-être pas cette information-là. Vous avez peut-être plus une information facile sur le nombre de BT, sur le nombre d'heures. Je vous reviens avec des exemples aussi là, du pourquoi je préfère en dollars. Là, ça paraît super beau, le graphique que j'ai ici. On voit, en fait, là, on va essayer d'y aller sur une des deux. Je vois ici là, un de mes équipements, là, F quelque chose. Je sais que c'est un field qui nous donnait beaucoup de difficultés, fait qu'il y a probablement beaucoup de bon travail, beaucoup de coûts sur cet équipement-là. Et j'ai toutes des belles données, fait que le système était très bien monté chez ce client-là. Beaucoup de belles données cumulées sur des équipements en soi, avec quand même un staff qui avait été bien entraîné pour aller mettre autant que possible leur bon travail sur les bons équipements. La réalité de ce que vous allez souvent voir en entreprise, malheureusement, c'est de dire « Oups! » Là, j'ai un gros chunk de coûts, là, usine générale, après ça, mon garage, l'atelier. Et là, je commence à avoir des informations sur des machines en soi.
comment j'ai fait mes bons de travail va influencer beaucoup. Si je regarde dans l'exemple que je vous mets là, puis, oups, je vais revenir en arrière un peu. Si je regarde ce que j'ai dans Usine Générale, hey, on a mis le contrat d'échafaudage au complet sur un bon de travail. Il n'est pas réparti sur des travaux en soi. Moi, j'aurais voulu avoir l'information détaillée sur chacun de mes bons de travail. C'est quoi qu'il a consommé comme échafaudage et non d'avoir un gros chunk de coûts. 1,18 million là, en échafaud cette année. Après ça, oups, j'ai un bon de travail que j'ai mis tous les lubrifiants parce que là, on avait une pratique en place que ça prend un bon de travail pour commander quelque chose. Fait que j'ai fait un bon de travail, je savais pas où le mettre, on l'a mis sur Usine Générale, puis on a tout commandé nos lubrifiants là-dedans. Même chose pour mon exemple de grue. Fait que là, quand j'ai un historique comme ça, comme fiabilisme, il faut que j'aille faire des fouilles archéologiques puis comprendre c'était quoi ces coûts-là, puis où est-ce qu'il aurait dû aller. L'exemple qui est là de grue, finalement, je le sais que c'était un des arrêts qu'on a fait qui a consommé ça, mais pourquoi il n'a pas été mis sur l'équipement en soi? Il s'est ramassé sur Usine Générale. Et bref, là, ce que je vous présente là, c'est basé sur des vrais exemples que j'ai vécus. Il y en a peut-être qui se reconnaissent là, dans ce genre de données-là. Fait que je passe garage, mais j'ai probablement le même phénomène côté garage, côté atelier. J'ai un bon de travail de route de lubrification peut-être qui a été mis sur l'atelier. Est-ce que ma GMAO elle me permettait de bien répartir mes coûts, de faire une route, puis d'avoir tous mes équipements dans cette route-là et d'accumuler les coûts de la bonne façon sur chacun de mes équipements, d'accumuler un historique sur chacun de ces équipements-là. En fait, avant de passer à ça, les 2 dernières journées, j'étais chez un client et ça fait 1 an que leur système de GMAO a été mis en place. On a sorti cette information-là aussi pour se guider et comprendre, voir comment est-ce qu'on gère nos bons de travail, puis c'est quoi les problématiques là, qu'on a actuellement. Y a-t-il des... Là, on avait évidemment un cas un peu dans le style usine générale. Fait que là, on pose la question aux gens de ce département-là, pourquoi que le bon de travail il a été mis sur le secteur puis il n'a pas été mis sur l'équipement en soi? L'équipement n'a pas été créé. OK, une piste d'amélioration qu'on a, cet équipement-là n'a pas été créé. Je vous amène les questions suivantes puis de faire un échange. Est-ce que vous faites actuellement, c'est-tu un processus que vous avez en place chez vous de gérer vos mauvais acteurs? Si oui, comment vous le faites? Et c'est quoi la qualité de vos données? Êtes-vous content de cette qualité de données-là? Fait que là, je vais vous donner là, 10 minutes de table, là, échanger sur qu'est-ce que vous faites actuellement comme pratique si vous avez quelque chose comme ça, là, côté mauvais acteurs. Quelle est votre qualité de données, puis d'avoir en fait là, d'avoir une rétroaction là, sur ce que vous faites présentement ou sur la satisfaction que vous avez sur vos données. On va partir un minuteur de 10 minutes.
OK. Y a-t-il une table volontaire pour parler de qu'est-ce qu'ils font ou qu'est-ce qu'ils ont comme information pour faire les mauvais acteurs? Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de vos données? Y a-t-il une table qui est prête à briser la glace? Sinon, c'est moi qui va vous faire briser la glace. Ah! Je pensais que j'avais une personne qui se levait là, pour parler de ça. OK. Nous, chez ArcelorMittal à Port-Cartier, on a notre culbuteur qui est comme notre élément critique numéro 1. On parle d'environ 500 000 de l'heure d'arrêt. Donc, nous, de notre côté, on a vraiment tout un système de captation des délais. Toutes les pannes qu'on a, va tout être répertorié. À partir de là, c'est là qu'on va monter vraiment notre top 10 de bad actors. C'est là qu'on va mettre des équipes de travaux spécialisées juste pour ça. Pour le reste de l'équipement, on n'a rien. OK. Ça se résume un peu à ça. C'est quand même assez complexe, mais on va définir vraiment des pannes, tout ce qui est relié à l'opérationnel, tout ce qui est relié aussi aux délais de réserve, ce qu'on appelle les délais hauts. Ouais. Puis là aussi, on peut travailler aussi, on fait des top 10 de tout ça pour mettre différentes équipes de travail. Mais on a de l'information quantitative là, sur les heures perdues sur cet équipement-là. Là, à la seconde près. Si le système arrête une seconde, l'opérateur ne peut pas redémarrer s'il n'a pas rentré on va dire dans le menu déroulant, pourquoi que ça a arrêté. OK. Ouais. Donc, à partir de là, c'est tout extrait. Puis, avec un Power BI, on réussit à aller extraire la donnée puis travailler sur ça. OK. C'est bon? Une autre table de volontaires sur leur gestion de mauvais acteurs ou d'informations. Oui. De notre côté, qu'est-ce qu'on évalue? C'est pas nécessairement le temps de production perdu, parce que la plupart des actifs qui font partie de la chaîne en continu ne sont pas des mauvais acteurs. Là. Il y a des arrêts d'usine, mais pas des arrêts non planifiés. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de redondance dans nos opérations. Donc, les mauvais acteurs, ce qu'on essaie d'identifier, c'est ceux qui créent la main-d'œuvre qui est. On calcule le nombre d'heures de non planifiés qui sont mis sur chacun des équipements. On les comptabilise de cette façon-là, ainsi que les coûts en main-d'œuvre et en matériel, ce qui nous permet de créer notre Pareto, d'identifier les 10 mauvais acteurs. Fait que c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. Puis en fait, c'est sûr que c'est beaucoup aussi l'expérience que j'ai eue de vivre dans des environnements qui avaient beaucoup de redondance. Fait que tu n'as pas tant de pertes d'opérations que ça. Fait qu'on venait chercher l'information sur plus les heures ou les dollars de maintenance là, qu'on venait de dépenser sur ces équipements-là. Pourquoi je veux suivre les mauvais acteurs? Ça va vous donner une rétroaction sur la qualité de vos données. Fait comme l'exemple que je vous parlais de mon client des 2 derniers jours, ça nous a permis de regarder les données qu'on avait là, de challenger certains bons de travail, de challenger certains départements aussi, de dire comment ça ton monde, ils mettent toutes leurs heures sur le département plutôt que sur un équipement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir de l'information plus précise puis d'améliorer notre qualité d'information? Bref, mon expérience, c'est que c'est très difficile, puis probablement que tout le monde vous le vivez, de demander à nos techniciens d'amener les temps puis de l'information dans des bons de travail. C'est dur. Beaucoup vous avez probablement tous déjà vu le cas, là, OK, réparé, mais j'ai pas rien d'autre comme information dans le BT. Fait qu'on veut forcer d'avoir une meilleure qualité d'information. Tu as eu une panne, je veux avoir, dans le fond, de l'information sur cette panne-là. Combien d'heures on a fait sur ça. Puis de mettre l'emphase en leur présentant des graphiques. Comme vous avez vu, là, je vais prendre mon graphique qui est ordinaire, je vais montrer les plus beaux tantôt, de dire, OK, voici, c'est là que nos coûts, ils s'en vont. De leur forcer à leur montrer, puis là, ils vont regarder ça et dire, là, j'ai machine 1 qui a sorti, mais comment ça, machine 2, il sort pas? Est-ce que tu as mis est-ce que le BT était vraiment sur machine 2, entre guillemets, puis il s'est ramassé sur le département, puis
Oui, peut-être que tu avais un BT sur la machine 2, entre guillemets, mais as-tu mis ton temps dedans? Fait que si tu n'as pas mis de temps, il n'y aura pas d'information qui va se cumuler. Pour leur montrer, dans le fond, donner une rétroaction à nos gens de maintenance de qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là, comment on s'en sert, puis défaire aussi le mythe qu'on se sert de ça pour contrôler nos employés. Non, même pas le temps de regarder, de dire « Hey, tu as passé 6 heures sur ce job-là, puis je pense que tu aurais dû passer 4 heures. » On n'a même pas, la plupart d'entre nous autres, on n'a même pas le temps de regarder ça. C'est bien plus de comprendre comment il coûte à maintenir nos équipements. Fait que, je vous invite typiquement à publier ces indicateurs-là, à les rendre visibles pour la production et la maintenance qui connaissent c'est qui ces mauvais acteurs-là. Fait que, comme je disais, cibler les efforts d'amélioration en même temps. Fait qu'en connaissant c'est qui nos mauvais acteurs, ben on va connaître c'est quoi nos défaillances répétitives, c'est qui a des coûts de maintenance, puis côté fiabilité, c'est quoi les équipements qu'il faudrait mettre des efforts. Horizon, en fait, typiquement, un horizon mensuel, toujours bien aimé des équipes, fait que leur présenter, c'est où on a passé nos heures ce mois-ci, c'est quoi qui nous a fait les problèmes qu'on a eus ou les pertes qu'on a eues ce mois-ci. Fait que plusieurs places où j'ai travaillé, c'est une rencontre qu'on faisait une fois par mois dans un des toolbox avec l'équipe de maintenance, bien de présenter c'est quoi les mauvais acteurs qu'on a eus dans le mois et d'avoir un échange sur ces mauvais acteurs-là. Ah, comment ça, la job, tel job-là, ça a pris X temps à faire cette job-là? Ah, j'étais rendu 15 km plus loin, puis j'ai manqué d'huile, puis il a fallu que je revienne à l'atelier chercher de l'huile, puis que je retourne finaliser cette job-là. OK, c'est pas normal. Là. Je devrais peut-être avoir plusieurs jugs d'huile dans ton truck puis pas avoir ce genre de problème-là. Côté annuel, je dirais que c'est plus gestionnaire, fiabiliste. On va aimer ça suivre ces mauvais acteurs-là sur un horizon annuel et sur un 2 ans pour comprendre la progression. Fait que, tu sais, si je fais des changements dans mon plan de préventif, est-ce que je vais voir l'impact tout de suite? Peut-être qu'un an, ça ne sera pas assez. Fait que d'avoir un horizon plus long pour voir, y a-t-il une progression de mes mauvais acteurs ou ça ne change pas, c'est toujours la même chose d'année en année. Fait un exemple de présentation, j'aime ça suivre les mauvais acteurs sur tous ces niveaux-là, d'avoir une catégorie. Fait que j'ai des catégories d'actifs. On a 7 catégories d'actifs. Là, si je regarde qu'est-ce que la norme ISO 14224 me dit, je devrais avoir des équipements fixes, des équipements rotatifs, de l'instrumentation, de l'électrique, des équipements mobiles, des bâtiments. C'est à peu près tout ce que je vais avoir là, comme type d'équipement. Dans l'exemple que vous voyez ici, c'est de la façon que ça a été compilé. Fait que j'ai un premier niveau, dans le fond, ici, compagnie de pétrochimie, des gros réservoirs, beaucoup de vaisseaux. Fait que c'est certain que équipement fixe, ça va me coûter cher. Puis je tombe en deuxième avec des équipements rotatifs, et ainsi de suite. Puis là, ça me permettait de voir, ma dernière barre me permettait de voir que j'avais des équipements délinquants, que j'avais pas de catégories qui ont été mis sur ces équipements-là. Fait que peut-être un devoir pour mon fiabiliste d'aller voir, trouver ces équipements-là, puis de dire, hey, comment ça qu'ils n'ont pas été classifiés, ces équipements-là. Fait que si on se fie à cette norme-là que j'aime bien m'inspirer, j'ai des catégories d'équipements, donc, exemple, équipement rotatif, des classes d'équipement, exemple, pompe. Ensuite de ça, un type de pompe, on aura une pompe centrifuge, et pour tomber un équipement, exemple, la P6320, qui est une de mes pompes. Fait que, ici, dans ce que je vous présente, j'ai mes catégories. Je vais descendre un niveau plus bas avec des classes. Fait que, finalement, ma classe pompe est pas mal élevée. Là, quand je regarde au niveau des classes, c'est lui qui devient la vedette. Puis, quand je regarde mes équipements fixes, les réservoirs, les vaisseaux, c'est ce qui me donnait ma colonne d'avant ici, qui était dans les tops. Fait que, là, je vois que pompe, ça n'est une grosse catégorie. On va aller un niveau plus bas.
Finalement, pompe centrifuge, c'était cela qui sortait comme une des vedettes. Fait que là, j'avais toujours, dans le fond, là, les top 7 qu'on suivait pour chaque entre guillemets, département ou usine. Et pour finalement me ramasser aux équipements eux-mêmes, de voir, j'ai mon field shank ici qui me coûtait une fortune à maintenir, puis qu'on avait beaucoup de problèmes. Et puis là, j'ai un de mes équipements, probablement celui-là ici, là, qui est une des pompes. Et on était prêt, dans le fond, à sauter peut-être trop vite aux conclusions, de dire on va aller on va s'attarder à cette pompe-là, qui est un de nos mauvais acteurs. Mais en prenant du recul puis en regardant les autres graphiques, ben oui, cette pompe-là, la P6320, c'est une pompe centrifuge. Puis quand je reviens en arrière, ben je me rends compte que c'est peut-être pas la seule pompe centrifuge, là, vu que ça sort comme un problème. Fait qu'en prenant du recul, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes sur toutes nos pompes centrifuges, puis de mettre le focus plutôt sur ça que juste sur cette pompe-là en particulier. Fait que c'est pour ça que j'aime bien ça suivre toutes ces catégories-là, de regarder dans le fond pas juste l'arbre, entre guillemets, mais d'avoir une meilleure vision, puis de dire, est-ce qu'on est en train d'adresser la bonne problématique de cette façon-là, ou si je prends du recul un peu, je me rends compte que j'ai des problèmes avec l'ensemble de mes pompes centrifuges. Fait que l'interprétation, de se poser la question, c'est-tu normal ou pas normal? Fait que ça se peut que je regarde le graphique puis je me dise, oui, si je reviens à celui que j'avais avec mes équipements fixes qui étaient dans le top, on a des réfections de réservoirs à faire à tous les 10 ans, des grosses inspections aux 5 ans. Ça finit par accumuler beaucoup de coûts. Fait que oui, c'est normal que cet équipement-là soit dans cette catégorie-là. Ou, à l'inverse, peut-être que j'aurais eu une autre catégorie d'équipements qui serait sortie, puis là, je me serais posé la question de « Hey, il me semble que c'est pas normal que je vois sortir en premier un de ces équipements-là. » Quand je travaillais chez Chevron, ça avait été une grosse discussion. La VP qualité n'était pas d'accord à ce qu'on inclue les PM. Moi, je dis non. Moi, je veux inclure les PM. Les PM, pour moi, c'est pas un given, entre guillemets. On peut les améliorer aussi. Fait que si je sors que 50% du temps que je passe sur cet équipement-là, c'est des entretiens préventifs, c'est-tu normal ou pas normal? On en fait-tu trop? Fait que vous devriez avoir tous ces coûts-là. On avait nos coûts d'arrêt aussi qui tombaient là-dedans. À un moment donné, si je le regarde sur une base mensuelle, oui, je vais avoir un gros chunk peut-être sur un équipement qui a eu un arrêt. Dans le temps, ça va diminuer. Idéalement, tous les coûts de l'équipement, et je me répète un peu comme je vous montrais tantôt, d'avoir la vue macro, mais d'avoir la vue micro aussi et vice-versa. Fait que de se questionner par rapport à ça, puis de voir est-ce qu'on est en train d'adresser le bon équipement. Fait que l'exemple 1, c'est ce que je vous décrivais tantôt. Fait que, on avait en fait, c'est pas tout de tracer ou de suivre nos mauvais acteurs. Qu'est-ce que je fais avec? Fait que faut que je les ramasse, ces mauvais acteurs-là, et ultimement que je réussisse à les régler ou à les améliorer. Ça, c'est un problème que j'ai vu à beaucoup d'endroits où je suis passé. Tu serais revenu en arrière 5 ans, ça aurait toujours été les mêmes mauvais acteurs. On ne réussissait jamais à sortir ces équipements-là de la liste des mauvais acteurs. Fait que, dans l'exemple de la P6320, un vrai cas. Fait qu'on pompe centrifuge, problème de qualité de réparation en général sur nos pompes centrifuges. Finalement, juste à discuter avec l'équipe, c'est quoi le problème? Pourquoi qu'on n'est pas bon dans nos pompes centrifuges? On n'a pas d'atelier spécialisé pour réparer nos pompes. On manque de la formation. Fait que, les actions qui ont été mises en place, tout simplement, d'aménager un secteur de l'atelier pour la réparation de pompes.
de spécialiser deux de nos mécanos sur les réparations de pompes, de redéfinir, dans le fond, des meilleurs standards puis de procédures. Et en même temps, ça a amené une redéfinition des seuils de réparation. À un moment donné, le directeur de maintenance, il était sans connaissance parce que je ne sais pas si c'était cette pompe-là ou un autre, là, ça avait coûté 16 000 $ réparer une pompe qui valait 12 000 $. Fait que là, il dit, oups, là, je suis pas content, il faut revoir notre affaire, puis se poser la question, dire, il est où notre seuil, qu'est-ce qu'on répare et qu'est-ce qu'on ne répare pas. Fait que ça avait déclenché ces discussions-là. J'amène un autre exemple. Un mauvais acteur, des équipements qui s'appelaient PBB puis QBB, qui manque une série de numéros au bout, mais c'était des centrifugeuses dans les deux cas. Fait que usine en fait de production d'électricité avec des moteurs au heavy fuel. Fait qu'on avait une première série de centrifuges qui filtrent le heavy fuel pour essayer d'en faire quelque chose qui est brûlable, en guillemets. Et on avait une série d'autres centrifuges qui servaient à filtrer l'huile à moteur. Fait que l'entretien préventif qui était prévu, on avait un entretien préventif qui était prévu aux 6 mois sur ces équipements-là, mais on ne réussissait pas à se rendre à 4 mois. Fait que, à un moment donné, le fiabiliste là-bas ou un des ingénieurs finit par se rendre compte que, hey, on a beaucoup d'arrêts d'équipement, beaucoup d'arrêts de moteurs qui sont causés par des problèmes de centrifugeuse. Normalement, quand ma centrifugeuse d'huile à moteur est en arrêt, mon moteur devrait être arrêté aussi. C'est pas vrai que ces règles-là étaient toujours respectées, mais ça aurait dû être fait de cette façon-là. Et de se rendre compte, peut-être des choses qu'on savait déjà, là, que la qualité de carburant est en dessous de ce que le standard du fabricant de centrifugeuse. Fait que lui, il avait fait ça il a fait ses plans de maintenance en fonction d'une qualité de carburant qui était plus élevée que ce qui était utilisé par ce client-là. Et bref, ça nous occasionnait des arrêts moteurs. Fait que, en étudiant le cas et c'est un bel exemple de courbe PF, modification du plan de préventif pour ramener dans le fond la fréquence aux 3 mois. Fait que de faire ces entretiens préventifs-là aux 3 mois et en même temps, ils ont installé un système CIP là, de Clean in Place pour nettoyer puis d'essayer de prolonger le plus possible là, la vie de l'équipement avant d'avoir besoin d'un entretien majeur. J'aurais bien aimé ça changer. Moi, j'aurais voulu régler une partie du problème à la source, d'utiliser une meilleure qualité de carburant. Ça n'a pas passé encore, cette solution-là. Là. Et un exemple d'aluminerie, une machine de service. Machine de service qui ont beaucoup de bris, coût de réparation élevé, fait que ça tombait comme des mauvais acteurs. Puis pour se rendre compte que les procédures d'opération n'étaient pas suivies, fait que ça faisait quand même un bout qu'on le savait. Aussi beaucoup de paramètres, dans le fond, en fait, les paramètres d'ajustement de l'équipement qui n'étaient pas définis. Fait que chaque opérateur avait sa notion de paramètres, puis retweakait, dans le fond, l'équipement comme lui le désirait. Fait que dans les actions qui ont été faites, révision de la procédure d'opération, revue des paramètres utilisés par chaque opérateur. Fait qu'on avait documenté tous les paramètres d'opération de chaque équipe et les fiabilistes, superviseurs, planificateurs, on avait regardé ça, puis on avait fait une série de paramètres aussi de notre côté, dire, nous autres, on pense que ça serait les meilleurs paramètres. On a demandé de tester ces paramètres-là d'opération 1 semaine pour chaque équipe. Fait que chaque équipe devait opérer avec une série de paramètres. Fait que on va opérer cette semaine-là avec les paramètres de l'équipe A. Gestion de changement, on avait géré les attentes aussi par rapport à ça, là, pour convaincre les gars de dire, hey, je sais que équipe B, je te demande d'opérer avec, ou l'opérateur qui est sur l'équipe B, que je te demande d'opérer avec des paramètres qui ne sont pas les tiens. Je ne m'attends pas à ce que tu sois performant, là. Fait que, au départ, tu vas peut-être avoir de la misère avec ces paramètres-là.
Tout le monde a joué le jeu. Ils ont opéré. On avait essayé de barrer le plus possible, là, de façon mécanique, là, de dire, je peux-tu mettre un tape ou quelque chose pour pas que tu peux jouer avec tel paramètre. Et finalement, d'arriver au bout d'un mois, 4 semaines plus tard, avec une rencontre avec tout ce monde-là, puis de dire, bon, ben OK, c'est quoi les meilleurs paramètres? Et tout le monde de s'entendre, de dire, ben OK, oui, c'est vrai que les paramètres de l'équipe A, c'est les meilleurs, puis c'est ceux-là qu'on va définir et standardiser pour l'utilisation de nos procédures et de nos façons de faire. Je vous ramène un 10 minutes de questions, réflexions. Ce que je vous présente là, c'est-tu compliqué? C'est-tu applicable dans votre milieu de travail? C'est-tu des choses qui sont faciles à mettre en place? Puis, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce qu'il vous manque de l'information? Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour être capable de faire le suivi de vos mauvais acteurs? Demandez un. Oui, parfait. Protocol 0, c'est une page blanche, une grosse page blanche. Nos prédécesseurs, ils nous ont laissé même aucune transparence. C'était juste des gars qui justement voulaient travailler, l'art de se rendre indispensable dans la vie, moi j'appelle ça de même. Fait que dans la vie, il y a du monde que c'est le même qui aime travailler pour être sûr qu'ils ne seront jamais remerciés ou mettre à la porte, là, mais c'était comme ça qu'ils travaillaient eux autres. Fait que ça a fait, ça a créé que tout est à faire, puis l'argent perdu partout, puis une perte de confiance en la maintenance, au niveau de production, puis au niveau patronal. Fait que vraiment, là, ouais. On a comme éteint tous les feux qu'on avait éteints, puis là, on commence à creuser dans la structure et d'acquérir un ingénieur en amélioration dans l'équipe. Puis là, moi, j'ai créé le plan maître pour 2026 avec la GMO qui s'en vient. Puis là, on sait où on s'en va, on a un plan, mais c'est là, c'est cher à fois. Ouais. Ce qui est le fun de partir de zéro de même, par exemple, ça fait en sorte que l'équipe au complet va participer. Fait qu'en faisant participer l'équipe au complet, ben, il va y avoir un taux de. Les gens ils vont embarquer un peu plus dans le plateau de ces affaires-là, tandis qu'il faut quand c'est déjà tout instauré, puis ça marche tout déjà bien, mais là, avec les gens ils embarquent, ils comprennent. Ouais. Fait que c'est ça, mais ça apporte beaucoup de défis dans l'équipe, beaucoup de frustration, beaucoup de stress, beaucoup. Je parle surtout dans mon équipe, plus de gestion, là, je dirais, là, au niveau des employés, eux autres, ce que ça amène comme défi, c'est que ils étaient laissés à eux. Ouais, ils faisaient ce qu'ils voulaient, là, il y avait du fun, puis là, ben, c'est ça, tu sais. C'est enjeu avec ça. Puis c'est qu'on est quasiment plus lousse quand même que. Y aller pas parfois, y aller de choses. Ben non. Ça fait un peu de frustration, un peu de flamèche, un peu de. Ça, tu sais, quand j'explique vraiment où ce qu'on s'en va, qu'est-ce que ça amène, je veux qu'ils voient, il y a une différence. Il y en a une couple de l'équipe qui comprennent que maintenant, un contrat de ban, mais il ne faut pas qu'il le fasse parce qu'on va faire du micromanagement, mais c'est parce qu'on va avoir du data pour savoir c'est où les prochains investissements qu'on veut faire, c'est où qu'on veut. C'est ce qu'il faut leur expliquer. Pourquoi on a ça, pourquoi tu veux écrire les heures? Toi, quand tu apportes ton char au garage, tu veux savoir combien de temps que le gars il a travaillé sur ton truck, puis c'est quoi qu'il a changé, puis c'est quoi qu'il a fait.
tu paierais-tu pour ça? Ben non, c'est la même affaire, on fait un service client, mon homme, là. Fait que tu dois faire un compte rendu. On rentre, c'est beaucoup de nos enjeux qui sont là. On est là-dedans, là, même la compréhension du pourquoi. C'est pas juste comme du micromanagement, mais non. Exactement, c'est ça qu'il expliquait que j'aimais. C'est que si tu impliques les gars et tu leur expliques comme il faut, ben, tu vas avoir un peu de participation qui va être bien mieux et bien plus fort. Il y en a tout le temps 2-3 que. Il n'y a pas ça. Ben, souvent, c'est quand je vais je les ai tellement laissés aller par la capacité que tranquillement à travers de c'est parti de zéro. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Mais non. Non. Il voit pour la raison de parce que c'est bien au-delà qu'il le faisait, et ça s'en rend compte. Exact. Ils font, mais ils savent pourquoi. Il était écœuré, il se rendait compte avant qu'on se faisait bâcher tout le temps, qu'on se faisait tout le temps rabaisser à la maintenance. Puis là, il commence plus à avoir rien à dire parce qu'on se back sur tout, tu sais. On a un contrat de stade, on informe la production, chaque TT qui est fini, chaque préventif qui est fini, chaque alarme qu'on a eue, on informe la production, on a dit c'est quoi qu'on a fait, puis on a fait un forum. À partir de maintenant, on se fait plus pogner, on se fait plus jacker par en arrière. Là, ça, lui, il commence à le voir, les voix de concret sont comme ailleurs, puis avant, il se faisait appeler n'importe qui, appeler n'importe qui. Puis à cette heure, ils se font fait appeler, ils me montraient mon cellulaire. Le cellulaire, avant qu'on arrive, là, il peut avoir 30 appels dans une journée parce que l'autre l'a dérangé, l'autre avait une question. Là, maintenant, ils écrivent tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les autres, ils ont toute l'information à tout le monde d'un coup. On n'en a plus de ça, c'est fini. Fait qu'ils commencent à se rendre compte que c'est pas de la merde, qu'est-ce qu'on dit, ce qu'on fait, mais la théorie des 7 fois, il faut marteler 7 fois pour que ça rentre. Si tu documentes bien, qu'est-ce que je veux, c'est chercher un genre de beau outil. Dans le fond, tu as le même word, tu t'envoies l'intérêt, tu prends tes mots-clés, plus ça dit qu'est-ce que tu fais. Exact. Ils comprennent. Ouais. Mais c'est ça, puis ils comprennent pas comment l'utiliser à l'eurétien, eux autres aussi encore, hein. Tu sais, là, ils le font en ce moment, mais là, il est comme, hey, j'étais pas au courant de ce qui s'est passé en fin de semaine. Ok, mais vous autres, vous tenez la production au courant, mais vous tenez pas vous autres au courant. Les gars, ça marche pas. Lisez-vous au moins qu'est-ce que vous occupez de ça aussi. Utilisez-le, l'outil, vous autres aussi, les gars, là. On a un gars qui travaille les samedis, là. C'est la première chose que tu fais en rentrant, là. Tu vas juste faire un petit truc de qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Tu vas lire les rapports journaliers des gars, les teams, qu'est-ce qui s'est fait. Après ça, au moins, si tu as un appel d'urgence, ben, tu vas déjà, ah, qu'est-ce que oui, le gars, il a travaillé là-dessus, ça se pourrait. Et c'est lui qui a accroché telle affaire, ou je sais pas trop. D'autres comme les brûleurs, il est juste tombé en dessous dans le Ah, ça, c'est ça. Sort de la semaine, puis il est en pause toute la semaine, c'est juste qu'il y a des cas différents. Ouais. Il y a personne qui s'est penché plus qu'il faut là-dessus, ils l'ont resetté, puis on passe à autre chose. Ouais. Là, sérieusement, une chose que je commence à regarder, il a débarqué là, il a débarqué là. Ça fait plus loin. Il a fait le gros gaz, il y a des problèmes à la drogue. Quand ça va être réglé, éventuellement avec la GMO, là, ça, on s'en va pas tout seul. Mais, avant, le chemin, il était large, ouais, c'est ça. Ce qu'on fait là, en ce moment, c'est qu'on sait que la GMO s'en vient. On a mis des outils basiques en attendant. C'est juste pour qu'il y ait la main et qu'il y ait déjà la bonne pratique d'aller commencer à rentrer les affaires tout ça. Pour moi, quand on va arriver avec la GMO, on va juste dire tu ne remplis plus ça, tu le fais là à la place. Fait que déjà, au moins, il va avoir la main et l'intelligence de le faire. Là.
Là, on a des tablettes, fait que c'est juste des compagnons. Là, les gars, ils ont toutes leurs tablettes, les données apparaissent chez eux. C'est quand même pas pire. Mais ça dépend. Ça dépend des idées. C'est ça que je vais rappeler parce que c'est toi qui le crée. Plus tu le vis, l'aliment, plus tu es capable de faire ce que tu veux avec la date. Moi, on documente pas mal. C'est très wiki. La direction, c'est en mémoire. J'ai tout le temps de avoir l'intérêt, je sors le rapport. Je fais 3 fois l'année. Je cherchais mon pointeur. OK. On a-tu des volontaires pour venir parler de ces points-là? Est-ce que ça s'applique dans vos entreprises? En fait, levez la main ceux qui pensent que ça s'applique dans leur entreprise. Ouais. C'est bon. La majorité du monde lève la main. En fait, il y en a que c'est sûr qui disent que oui, la mise en place peut être un peu plus compliquée. J'essaye de vous amener ça le plus simple possible, de dire juste au moins de les afficher, de les connaître, que vos opérateurs dans un secteur ou que vos gens de maintenance dans un secteur sachent c'est qui les mauvais acteurs. Des fois, là, en un claquement de doigts, ça peut vous aider à régler des problèmes. J'avais un cas à un moment donné, il y avait des arrêts de production qui étaient créés par un équipement. Et puis là, on publiait ça à toutes les, je ne me rappelle pas si c'était aux semaines ou au mois. Puis le chef d'équipe de jour sur cette machine-là, il dit « Je comprends pas ». Je dis « Il me semble que je le vis pas, ce problème-là ». Fait qu'au bout d'une couple de semaines, il me demande, il dit « Peux-tu aller voir le détail du rapport puis regarder, est-ce que ça se passe principalement dans le quart de nuit, ces arrêts-là? » OK, on va aller voir le détail de ça. Puis effectivement, oui, ça se passe dans le quart de soir ou de nuit. Fait qu'il dit, OK, je vais rester à soir, je vais aller voir c'est quoi le problème. Fait qu'il est resté le soir. Le lendemain, quand on rentre, il dit, OK, il est réglé ton problème.
Fait qu'il dit il y avait un paramètre d'opération que l'opérateur connaissait pas ou comprenait pas ou se rappelait pas. Fait qu'il dit je suis allé leur former sur ça, puis ça n'existera plus dans le fond cet arrêt-là. On devrait plus avoir d'arrêt par rapport à ça. Fait que, on venait de claquer un coup de circuit là, de façon facile, juste en exposant l'information, puis que les chefs d'équipe, en voyant cette information-là, lui se posent des questions, disent, il me semble, je vis pas ça, moi, dans mon quotidien. Bref, est-ce qu'il vous manque des choses? Est-ce que vous êtes tous satisfaits de la qualité de vos données? Ce que je veux vous amener comme constat, c'est beaucoup de présenter vos données à vos gens pour qu'il y ait une rétroaction puis qu'ils vous aident à améliorer la qualité de ces données-là. Ça va rester stérile si vous leur demandez juste de « Hey, il faut que tu mettes ton temps d'un bon travail, il faut que tu mettes ton bon travail sur le bon équipement. » Montrez-leur l'impact de ça et là, ça va aider à améliorer. En fait, il y en a qui posaient des questions sur les outils de suivi par rapport à ça. Oui, il existe des solutions spécialisées pour gérer ça, des Meridium, des Ivera, des MaxGrip de ce monde. C'est pas tout le monde qui va avoir ces solutions-là, qui va avoir les moyens de mettre en place ces solutions-là. De façon générique, bien souvent, ça va être plus les gens vont se monter des rapports en Power BI pour faire ça, Excel, Power Query ou Access pour aller faire une extraction de leur bon de travail, mâcher ça, puis sortir un rapport de mauvais acteurs. Je ramène un graphique que j'avais fait il y a quelques années au niveau des outils de fiabilité. C'est sûr que si j'ai pas tant de données que ça, Excel, ça va super bien faire la job. Quand je me ramasse à des 10 000 bons de travail et plus, là, Excel, il commence à étouffer un petit peu. Peut-être que je vais devoir passer dans d'autres outils pour faire ça. Bref, idéalement, si j'ai quelqu'un qui est bon en Power BI et qui peut me monter un rapport avec ça, moi, je l'avais déjà monté dans le passé avec un Crystal Report quand je travaillais comme fiabiliste dans le minier. Et il y a des choses plus avancées, puis même on avait vu dans des présentations il y a quelques années, je pense à Alouette, entre guillemets, qu'eux autres utilisaient des outils beaucoup plus avancés là, côté Python, puis des packages de Python qui étaient spécialisés côté fiabilité. Fait que j'aime bien Power Query pour faire ce genre de choses-là, de sortir dans le fond ma table de bon de travail, d'extraire ma table de bon de travail, puis de me faire un template en Power Query qui va traiter mon data, puis c'est toujours le même fichier à tous les mois que je charge dedans. Fait que là, je vais avoir fait mon ménage. Fait que on voit les étapes qui sont sur le côté. Les étapes qui sont là, dans le fond, c'est toutes des choses que j'avais montées pour faire le nettoyage de mes données, amener les colonnes exactement comme je les veux pour ensuite nourrir mes graphiques. Fait que, après ça, il y en a qui nous ont parlé tantôt de se faire un tableau croisé dynamique ou avec Access, là, de sortir mon top 5 ou mon top 10, que ce soit même idéalement quasiment dans les deux, fait que en coût, en BT, et de le présenter sur c'est quoi qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier mois pour présenter à mon équipe et d'avoir mes statistiques là, annuelles puis aux 2 ans. Un exemple ici de bon de travail. Fait que un exemple de calcul ici en nombre de bons de travail, en coût. On voit que c'est pas tout à fait le même. J'ai des équipements qui se répètent. Là, mon deuxième équipement, j'avais 156 BT, ça c'était sur 1 an, avec 6,8 millions là, de coûts de maintenance qui s'étaient accumulés dans ces bons de travail-là. Si je regarde celui-là ici, le 52-51, j'ai 216 bons de travail. Oups! Et par contre, ça représentait 1,4 million de dépenses.
Et si je m'en vais, là, l'exemple qu'on a ici, là, ça, là, c'était mon usine générale, entre guillemets. Là. Fait que là, quand je suis allé fouiller, qu'est-ce que j'avais là-dedans? J'avais des bons de travail, de préparation d'arrêt, des bons de travail qui ont été faits pour déplacer du stock au magasin, à peu près de tout. Fait que, oui, je suis content. Les premiers, c'est des équipements. Mais quand j'irai voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ça, je pense qu'il y a un peu du n'importe quoi qu'on aurait pu améliorer. Et je voulais vous montrer, là, dans le fond, une différence. Qu'est-ce que ça peut faire comme différence, nombre de BT versus coût. Dire, oups, oui, celui-là que j'ai ici, c'est peut-être juste 154, là je dis juste, quand même une bonne quantité de BT. 154 BT qui représente 7,2 millions pour cet équipement-là. Processus. Donc, en fait, dans le cas de Chevron, j'avais fait un processus avec eux autres pour essayer d'éliminer nos bad actors. Fait qu'on avait défini, dans le fond, comment est-ce qu'on voulait traiter ça pour essayer de les éliminer. Fait qu'il y avait un regard qui était posé sur notre liste de bad actors de façon annuelle. Puis après ça, d'avoir une sélection, de regarder, ben celui-là, non, ça c'est normal, on ne travaillera pas ça, ou on est déjà en train de le travailler. Fait ensuite, OK, on va prendre celui-là, il va être assigné à Marty de travailler sur cet équipement-là, puis de faire des recherches, puis de nous arriver de dire, bon, mais OK, qu'est-ce qu'on propose de faire sur cet équipement-là? Y a-t-il des indicateurs de performance qui sont existants sur l'équipement ou qu'il faut mettre en place pour voir, on s'améliore-tu au niveau de la productivité ou on a-tu des gains côté maintenance là, sur cet équipement-là, de définir, bon, c'est quoi les outils qu'on va utiliser pour faire cette analyse-là, d'en arriver avec comment ça va coûter à mettre en place sur l'équipement. Et finalement, est-ce que notre plan il est approuvé, on le met en place, on fait du monitoring, ça marche-tu ou ça marche pas ce qu'on a mis en place comme solution? Et si ça fonctionne, mais de se questionner aussi, de reprendre du recul, de dire, ce qu'on a fait là, ça s'applique-tu à d'autres équipements? Fait que le travail qu'on a fait là-dessus, on est capable de le répliquer sur on a 30 pompes pareilles, ben on va faire la même chose ou on va faire la même amélioration sur ces équipements-là. Fait que même dans les discussions qu'on a eues avec les différentes tables, des fois c'est des choses là que ça va être fait par le plancher et ça remontera peut-être pas dans l'organisation ou de remonter jusqu'au planning ou à fiabilité. De dire, ça, il faudrait faire une modification ou changer le plan de maintenance par rapport à ça. Conclusion là-dessus. Je pense que c'est des choses qui sont simples à implanter, que ça démontre l'importance d'avoir la bonne information dans vos bons de travail et de permettre de fiabiliser vos équipements et, en fait, là, d'améliorer la production. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des réactions violentes sur qu'est-ce qu'on vient de discuter? Fait que c'est ça, j'avais prévu une présentation d'1 heure. Là, j'ai eu une surprise là, quand on avait 2 heures de temps. Là, si vous n'avez pas de questions, je laisse la parole à Jordan.